Les idées n'émergent pas n'importe quand dans l'histoire. La situation des femmes par rapport aux hommes a été inégalitaire tout au long de l'histoire, avec des variations importantes. Et pourtant, ces idées d'égalité, ces idées d'émancipation émergent précisément à ce moment-là dans notre histoire. Notre monde connaît, au moment de la Révolution française, mais en fait d'une autre révolution qui arrive à peu près au même temps, la révolution industrielle, des changements d'ampleur qui vont transformer complètement notre environnement quotidien. Un changement drastique de conditions de vie du point de vue matériel risque de conduire à la fois à une augmentation de la mortalité infantile et autres, et en plus à une division des tâches qui sera probablement davantage organisée selon le mode sexuel comme dans le monde pré-industriel. Si notre monde matériel s'effondre, l'ensemble de ces droits ne seront ils ne seront pas pertinents dans la nouvelle configuration dans laquelle nous serons. La présence dans les métiers qui seront au cœur de cette transition, qui vont compter pour sécuriser notre passage dans ce monde qui sera différent du point de vue matériel, ce sont les points clés que les femmes devraient investir. Ça donne des compétences tangibles, des compétences quantifiables qui peuvent davantage donner des points d'accroche pour les femmes pour préserver leur statut si on commence à vaciller de ce point de vue-là. Vera Likowski, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Crépuscule. Vera Likowski, vous êtes normalienne, docteur en sciences politiques et évidemment l'auteur d'un ouvrage sorti l'an dernier, Féminicène. Alors il s'avère qu'à l'époque, je voulais vous recevoir pour la sortie de votre ouvrage, mais Crépuscule n'était pas lancé. Donc je suis ravi de le faire aujourd'hui. Pour résumer votre thèse, vous expliquez que le féminisme, ou le discours féministe plus exactement, relève un peu de la mythologie, c'est-à-dire que les femmes soumises durant des siècles se seraient progressivement émancipées du patriarcat pour obtenir leur émancipation, enfin émancipation un peu, libération un peu conditionnelle, puisque le patriarcat serait encore vivant sous certaines formes. Alors votre ouvrage met en relief les conditions matérielles, à la fois de leur asservissement originel et de leur émancipation. Ces raisons, ce sont pour faire simple l'ensemble du dispositif technique et du progrès scientifique amorcé par la révolution industrielle, qu'on peut recouvrir d'ailleurs sous le terme d'anthropocène, mais on va revoir ces termes-là au fur et à mesure de l'entretien. Avant de commencer et de rentrer vraiment d'aborder votre thèse, j'aimerais vous faire réagir sur un fait d'actualité, enfin plus exactement sur une enquête qui est sortie récemment, qui reprend ce chiffre de 4.1. Donc 4.1, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de décès de bébés avant 1 an pour 1000 naissances vivantes en France. Donc ces chiffres, ce sont ceux de 2024. Et pour avoir un ordre d'idée, ça place la France en termes de mortalité infantile à la 23e position sur 27. Donc c'est vraiment en queue de peloton, quoi. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que dans votre ouvrage, vous expliquez que cet indicateur est peut-être l'un des plus importants, dans le sens où son évolution, en réalité, change le rapport au monde d'une société. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point-là? Effectivement, la mortalité infantile est un indicateur qui, moi, me semble très important pour la condition des femmes. On pense souvent, quand on pense à la condition des femmes, à leur santé à elles, aux conditions, par exemple, des accouchements du point de vue de la femme. Mais en fait, la mortalité des enfants qui naissent est un facteur capital parce que des petits-enfants qui meurent en bas âge, ce sont des petits-enfants qui ne vont pas grandir et donc qui ne resteront pas dans le foyer. Donc le couple, le foyer, la femme qui a cet enfant qui décède, a une motivation, une pression, selon les époques bien sûr différentes, mais à en avoir d'autres. Donc la mortalité, plus la mortalité infantile est élevée, plus la natalité aura tendance à s'élever également pour compenser ces décès, pour avoir un certain nombre d'enfants vivants qui vous restent. Donc l'importance de ce facteur est bien sûr très inégale selon les époques. On pourra revenir là-dessus dans le fil de l'entretien. Alors pour ce qui concerne le chiffre que vous citez, 4,1, nos sociétés occidentales ont connu une chute vertigineuse de la mortalité infantile depuis la fin du 19e siècle, de niveau extrêmement élevé, de l'ordre de entre 200 et 300 pour 1000, dans le courant de l'ensemble de l'histoire humaine, en fait, avec pas mal de variations saisonnières ou selon les années, les décennies, selon les régions, mais globalement, quelques 200-300 enfants pour 1000 décédés dans le cours de leur première année, et
un enfant sur 2 environ n'atteignait pas l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y avait une mortalité très élevée ensuite dans les premières années de l'enfance. Ensuite, il y a eu une diminution drastique à partir de la fin du 19e siècle, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs, hein. Progrès médical, mais aussi progrès technique au sens large, enrichissement aussi, amélioration de l'alimentation, etc. Et effectivement, à la fin du XXe siècle, dans les pays comme la France, on était tombé aux alentours de 3 pour 1000 et des poussières. 3,5, ça a longtemps été le chiffre en France. Alors là, ça remonte depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose du point de vue macro? Alors, vous avez des analystes comme Emmanuel Todd, par exemple, qui scrutent ce facteur de façon très précise, qui en déduisent un certain nombre d'évolutions en germe, en fait, dans la société, dont la mortalité infantile serait un indicateur. Alors c'est possible. Après, pour ce qui, moi, m'intéresse dans mon livre concernant la condition des femmes, une telle variation est pour l'instant insignifiante. C'est vraiment, on reste quand même dans des niveaux extrêmement bas si on compare cette mortalité au taux des décennies et surtout des siècles passés. Oui, 4,1 par rapport à 200-300 que vous donniez à l'instant. Voilà, Oui. c'est ça. C'est entre 3,5 et 4,1. On peut se dire qu'il n'y a pas non plus une différence si majeure. En revanche, si c'est une vraie tendance, oui, là, on pourra revenir sur la question. Et moi, ce que je pense, et encore une fois, ça sera peut-être un peu vers la fin de l'entretien qu'on pourra y venir, je pense que cette mortalité risque d'augmenter beaucoup plus si les conditions dans lesquelles nous vivons changent de façon substantielle. Alors, on va revenir sur cette émancipation féminine. Ensuite, on reviendra sur évidemment, ce que vous prévoyez à travers votre scénario, évoqué dans les différents scénarios que vous évoquez en Féminicène. Si je voulais caricaturer votre propos, est-ce que je pourrais dire que le mouvement féministe est le seul mouvement politique de l'histoire qui n'a pas pris les armes et qui n'a pas utilisé la violence pour arriver à ses fins? Est-ce que ça vous semblerait pertinent? Si on caricature, oui. Alors, je suis sûre que si on cherche, on va trouver d'autres mouvements qui n'ont jamais utilisé la violence. Ce qui est intéressant s'agissant du mouvement féministe, du mouvement en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est que non seulement il n'a jamais utilisé la violence, mis à part quelques cas tout à fait marginaux, oui, qui ont existé, mouvement des suffragettes, enfin, je veux dire, on regarde l'histoire, c'est vraiment des micro-événements. Il est souvent mis en avant, généralement. Oui, ils sont mis en avant, mais ce qui sont réels, c'est de l'histoire, mais c'est vrai que c'est très local, c'est très court, et ce n'est pas franchement de la violence de niveau extraordinaire. Et comparé aux grèves de 1936 que vous évoquez. Oui, absolument. Ou, je ne sais pas, à des mouvements de libération nationale, par exemple, où effectivement, ça passe vraiment par les armes. Donc, le mouvement féministe n'a pas utilisé les armes, il n'a pas non plus utilisé les grands moyens que vous avez évoqués, qui sont caractéristiques des mouvements sociaux. Les grandes grèves qui paralysent le pays, des manifestations d'ampleur à l'orée de son histoire. Il y a eu des manifestations après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 70 par exemple, mais pas au début. Enfin, il y a eu des micro-manifestations. C'était de toute façon des mouvements de petite taille. C'était des groupes d'activistes qui étaient plutôt marginales, pas bien vus par le reste de la société. Donc il n'y avait pas d'action collective d'ampleur. Il n'y avait pas d'utilisation il n'y avait pas de création de rapports de force. C'est ça en gros que je dis dans le livre. Les femmes n'ont jamais été en position de force pour arracher de nouveaux droits au pouvoir en place. Et pourtant, au fur et à mesure, et très rapidement au regard de l'histoire, des droits nouveaux leur ont été accordés. Donc effectivement, c'est une sorte de paradoxe qui ne remet pas en cause le fait que des femmes ont lutté et qu'il y a bien eu des figures et des mouvements qui ont été actifs. Ce n'est pas du tout ce que je cherche à prouver. C'est tout simplement une question d'échelle. Normalement, pour faire vaciller le pouvoir, pour faire arracher de nouveaux droits, il faut un vrai rapport de force. On le voit tous les jours. On voit tous les jours des mobilisations sociales pourtant d'assez grande ampleur, avec des rapports très durs, avec des créations de vrais rapports de force qui pourtant n'aboutissent pas, et parfois pendant des décennies. C'est pour ça que le fait que les femmes obtiennent un très grand nombre de droits les uns après les autres dans beaucoup de pays, à peu près au même moment dans tous les pays européens, dans tous les pays occidentaux à vrai dire, aux États-Unis également, ça me semble être quelque chose qui apparaît assez paradoxal au regard du récit officiel, effectivement, politique, de ce mouvement politique, qui fait de ces droits la conséquence de l'action militante des femmes. Bonjour à tous. On vous interrompt quelques secondes pour vous inciter à vous abonner, à aimer et à partager notre contenu. Depuis le lancement de Crépuscule, c'est toute une équipe qui s'évertue
à faire venir des invités de qualité, à vous proposer des analyses approfondies et plus encore de créer un espace de pensée et de réflexion à une époque qui l'exige plus que jamais. Tout ça a un coût, alors si vous appréciez notre contenu, soutenez-nous et faites passer le mot. Et enfin, n'oubliez pas, vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee, vous trouverez le lien dans le descriptif de chaque vidéo. Voilà, c'est la fin de la réclame. Merci à tous pour votre soutien et bonne émission. Oui, parce que quand on étudie ces causes, en réalité, ce que vous faites dans votre ouvrage, ce paradoxe est vite levé, entre guillemets. D'ailleurs, pour poursuivre votre propos, vous citez Simone de Beauvoir qui explique, qui a cette formule en parlant des femmes en disant elles n'ont rien pris, pardon, elles ont tout reçu. Et vous montrez également que dans les assemblées féminines qui ont consacré, pardon, les assemblées politiques qui ont consacré ces droits étaient majoritairement composées d'hommes. Exclusivement. Excusez-moi, oui, pardon. Oui. Oui, tout à fait, oui, absolument. Oui, je reprends Simone de Beauvoir parce que c'était un fait qui était noté par les gens à cette époque, et par Simone de Beauvoir notamment. Oui, effectivement, les premiers droits, les droits civiques, l'ouverture de l'enseignement supérieur aux femmes, l'ouverture de toute une série de professions aux femmes ont été obtenus par les femmes sans mobilisation massive et sans participation des femmes elles-mêmes au processus politique. Donc il y a là quelque chose qui est un peu énigmatique, et à vrai dire, même si on suppose que ce sont ces luttes qui conduisent à l'obtention des droits, par exemple par, je ne sais pas, création d'un rapport de force symbolique qui finit par infuser, par diffuser une certaine idéologie qui prend, les idées n'émergent pas n'importe quand dans l'histoire. N'importe quelle idée ne peut pas germer dans n'importe quelle condition. La situation des femmes par rapport aux hommes a été inégalitaire tout au long de l'histoire, avec des variations importantes selon des sociétés, des moments plus ou moins oppressifs, des sociétés plus ou moins où les femmes avaient plus ou moins d'autonomie, plus ou moins de possibilités d'action. Mais globalement, dans toutes les sociétés documentées, il y avait un déséquilibre entre les hommes et les femmes, entre leurs statuts. Et pourtant, ces idées d'égalité, ces idées d'émancipation émergent précisément à ce moment-là dans notre histoire, à la fin du XVIIIe, dans le courant du XIXe siècle, et c'est là qu'elles prennent forme, qu'elles marchent, qu'elles portent des fruits. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui a permis à ces idées d'être formulées et ensuite de rencontrer le succès. Pourquoi est-ce que ces idées ont marché ? Voilà, on peut aussi le prendre comme ça. Vous voyez, si on tient à conserver D'ailleurs, il est réel, l'apport des luttes est réel. À chaque moment, on peut obtenir quelque chose ou ne pas l'obtenir. Ce n'est pas parce que les conditions sont là que leur effet sur la réalité est mécanique. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces conditions qui ont permis à la fois l'éclosion de ces idées et leur succès du point de vue des droits des femmes. Alors, on va y revenir, mais avant ça, on va faire un bond dans l'histoire, parce que j'aimerais que vous reveniez sur les origines des inégalités entre les hommes et les femmes, et en particulier à ce moment, qui va faire d'ailleurs le lien avec les questions sur la mortalité infantile, à ce moment bien particulier de l'histoire qui est, en réalité plutôt de la préhistoire, qui est la révolution néolithique, donc on est en moins de 10 000 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe, quelles sont les conséquences de ce basculement et quel est ce basculement ? Alors, du point de vue anthropologique, le consensus est de considérer que ce déséquilibre qu'on observe dans la plupart, toutes les sociétés documentées historiquement, et notamment dans toutes les sociétés primitives qui ont été documentées, c'est la conséquence de la division sexuelle des tâches. Les hommes et les femmes, dans ces premières sociétés, n'avaient pas les mêmes activités, ne s'occupaient pas des mêmes choses au sein du groupe. Division qui est, somme toute, très logique du point de vue des capacités physiques des uns et des autres, qui sont dues au fait que nous sommes tout simplement une espèce sexuée, et que dans le processus reproductif, les hommes et les femmes ne jouent pas un rôle symétrique. Les femmes portent les enfants, les femmes les nourrissent, elles les mettent au monde, elles les nourrissent. Et dans une société qui est dépourvue de toute cette infrastructure technologique qui nous entoure et qui nous permet d'escamoter toute une série de ces contraintes physiques, eh bien ces contraintes pèsent très lourd. Elles pèsent très lourd notamment sur le temps des femmes. Parce que ce qui me semble absolument important dans les tâches que vous allez pouvoir assumer au sein d'un groupe, c'est le temps dont vous disposez pour vous y engager de façon sans être empêché. Et le problème des femmes a toujours été que cette progéniture qu'elles portaient, qu'elles mettaient au monde, qu'elles alimentaient, qui était toujours arrimée à elles d'une certaine façon, elles limitaient leur disponibilité pour des tâches qui demandent à la fois une dépense énergétique très importante et des éloignements loin du foyer, comme par exemple la chasse au gros gibier, qui implique une absence de 3 à 4 jours.
avec une activité physique intense. Et si vous êtes enceinte, si vous avez un petit enfant, si vous en avez 2 ou 3 d'âges différents qui sont allaités peut-être en même temps, c'est extrêmement difficile de s'y consacrer de façon satisfaisante, dans de bonnes conditions. Donc cette répartition des tâches, elle est logique dans des sociétés primitives. Et la plupart des anthropologues sont d'accord en remarquant que effectivement, les femmes tendent à assumer des fonctions qui sont compatibles avec cette tâche de reproduction. On le constate partout, quoi. C'est un invariant anthropologique. On le constate Ouais. partout, c'est un invariant anthropologique. Ça ne veut pas dire que les femmes ne chassent jamais. Mhm. Elles chassent parfois des rôles subalternes, de rabatteuses, de personnes qui remettent des pièges, etc. Elles peuvent chasser du petit gibier à côté du campement, mais elles ne font pas de chasse au gros gibier, sauf quelques sociétés, des exceptions qui ont des explications circonstancielles particulières. Et donc de là découle toute une série de conséquences, parce que qui dit chasse et aussi défense du territoire dit monopole des armes. Et donc bon, voilà, quand vous avez un groupe qui détient le monopole des armes et qui en plus se caractérise par un dimorphisme sexuel qui le rend un peu plus robuste que l'autre, ça vous met tout de suite, comment dire, les données du problème sur la table. C'est un peu compliqué de créer un rapport de force en sens inverse lorsque vous avez cette répartition des tâches-là. Et en fait, vous avez raison de parler de la révolution néolithique, parce que cette situation qui était plus ou moins marquée dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, ce n'étaient pas des sociétés spécialement, d'après ce que décrivent les ethnologues qui ont observé ce genre de société au XIXe siècle, ce n'étaient pas spécialement des sociétés très oppressives pour les femmes. C'était plutôt une coopération entre les hommes et les femmes, avec des occupations un peu différentes, et oui, une certaine dissymétrie, plus ou moins marquée dans certaines sociétés assez fortes, dans d'autres pas tellement, du point de vue des représentations. Alors, ce qui change à la révolution néolithique, c'est que les femmes commencent à procréer beaucoup plus. L'intervalle entre les grossesses durant le paléolithique était beaucoup plus important, pour tout un tas de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais de l'ordre de 4 ans environ. Et à partir du néolithique, ça raccourcit beaucoup. Donc après, les femmes se mettent à faire un enfant quasiment tous les ans, ou un peu plus, pour tout un tas de raisons également. Et cette très forte natalité, s'accompagne elle-même d'une très forte mortalité qui s'installe à ce moment-là. Donc cette mortalité infantile par laquelle vous avez commencé, elle date en fait de cette époque-là. Les petits-enfants ont dû mourir aussi durant le paléolithique, il n'y a pas de raison. Mais au moment de la révolution néolithique, la sédentarisation, la formation des premières... C'est ça, je précise, la révolution néolithique, hein, effectivement. Oui, sédentarisation, agriculture, élevage, etc. Début de la culture, au sens commun du terme. Eh bien, à ce moment-là, la domestication du bétail fait que les êtres humains commencent à vivre très proches des bêtes, et ces bêtes nous passent leurs zoonoses, c'est-à-dire les virus, les bactéries qui, en passant à l'homme, se révèlent pathogènes et qui sont responsables d'une série de maladies infectieuses qui nous accompagnent depuis. Et en plus, la densité aidant, la transmission est plus facile, en plus, il y a tout ce qui caractérise ces concentrations d'êtres humains, les latrines, etc., l'eau polluée, enfin bref, toute une série de joyeusetés de la civilisation, qui font que les enfants en particulier, parce qu'ils sont faibles, ils ont une immunité qui est plus faible que celle des adultes, commencent à mourir. Et cette mortalité infantile, donc je l'ai dit, un enfant sur 2 qui ne survit pas, elle devient une sorte de verrou qui empêche les femmes de procréer moins, même si elles pourraient, en faisant des déductions sur les causes et les conséquences, diminuer leur fertilité. Il y a eu des sociétés qui ont essayé de réguler les naissances, mais du point de vue macro, les groupes humains ne pouvaient pas trop se permettre de renoncer à cette forte natalité, parce que sinon, le groupe allait péricliter. Le taux de survie des groupes humains était très faible. L'accroissement de la population était très très lent. Donc cette quantité d'enfants était une condition sine qua non de la survie de l'espèce. Et puis pour chaque couple, pour chaque femme, pour chaque famille, c'était aussi une condition de survie personnelle. Parce que qui dit enfant dans des sociétés agraires dit les bras qui vont vous aider à cultiver votre terre. Et puis c'est aussi les bras qui vont vous aider quand vous serez vieux et que vous serez improductif. Parce que c'était des sociétés dépourvues de la sécurité sociale, des retraites et de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas de boomers encore à l'époque. Il n'y avait pas encore de boomers, absolument. Et là, si vous n'aviez pas d'enfants vivants, il n'y avait personne pour vous nourrir. Et donc avoir des enfants vivants, 2 ou 3 enfants vivants à la fin de votre vie, ça impliquait, vu ces statistiques, d'en faire 6, 7, 8 ou plus. Tout en sachant qu'il y en avait potentiellement 2-3 qui allaient y passer. 2, 3 ou 4 ou 5. Ouais.
ou plus si vous aviez pas de chance, parce que la statistique, c'est la statistique. Voilà, et donc dans cette société, le temps biographique des femmes était en très grande partie occupé par cette fonction reproductive, qui, encore une fois, dans des sociétés non technologiques, prend une importance démesurée du point de vue des gestes et des actions qu'elle implique dans nos activités quotidiennes. Donc, pour synthétiser, il y a des avantages comparatifs entre les deux sexes. Ces avantages comparatifs vont pousser chacun des deux sexes d'une certaine manière dans des rôles. Et d'une certaine manière, on peut comprendre ce qui va se passer, c'est que la domination masculine va s'affirmer parce qu'elle va trouver des raisons idéologiques supplémentaires à cette attribution des rôles. Ce que je le résume très mal, mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Oui, c'est-à-dire que je ne cherche pas du tout à faire croire ou à prouver que ce déséquilibre ou cette domination masculine, selon les situations, était entièrement objectif ou naturel ou d'origine entièrement biologique. Il y a des avantages biologiques des deux sexes pour certains types d'activités dans le cadre des sociétés sans artefacts technologiques pour pallier la rareté des outils et la rareté des ressources dont on disposait à cette époque. Alors, je coupe, juste pour faire très simple, c'est-à-dire effectivement, les hommes vont partir à la chasse parce qu'ils sont meilleurs là-dedans. En gros, c'est ça l'idée. Et donc, du coup, ils perdent plus au groupe de survie. Exactement, ils vont partir à la chasse parce que leur force physique ne fluctue pas, parce qu'ils ne sont pas encombrés d'enfants, parce qu'ils n'ont pas de période de grossesse et que c'est très rationnel de les envoyer à la chasse pour de longs déplacements. Et c'est pas du tout rationnel d'y envoyer des femmes qui doivent nourrir les petits-enfants en se débrouillant pour que... Voilà, dans des sociétés où la différence des sexes était le critère de différenciation de base, il était tout à fait rationnel, oui, pour ces sociétés de s'organiser de cette façon. Je ne cherche pas du tout à prouver que c'était uniquement biologique. Il y a cette base matérielle, cette base biologique. Mais il est probable, je ne sais pas, moi ça me semble évident, on va dire probable, que ça s'est immédiatement doublé d'une justification d'ordre, oui, idéologique, symbolique. Parce que l'être humain, ce n'est pas un animal. L'animal, il subit la condition biologique. Il est ce qu'il est, il a des instincts, et puis bon, il est aussi un animal de groupe, mais bon, il subit essentiellement, il ne rationalise pas. Il ne va pas théoriser son rapport au chef dans la meute, il va le vivre, son rapport. L'être humain vit, mais il théorise aussi. Il théorise tout ce qui lui arrive. C'est d'ailleurs notre marque. C'est pour ça qu'on a évolué depuis ces époques-là. Et observant probablement cette différenciation logique des tâches, eh bien, l'être humain est poussé à lui donner sens, à la justifier, à l'expliquer. Et très probablement, c'est comme ça que sont apparus vraiment d'emblée, dès l'apparition des capacités de raisonnement dans les groupes humains, cette idée que cette différenciation, elle est en même temps bonne. C'est bien. La femme, elle s'occupe des enfants, donc la femme doit s'occuper des enfants. L'homme part à la chasse, donc l'homme doit chasser, donc il doit être fort, il doit être ça. Donc c'est tout cet ensemble de représentations qui lui aussi est assez constant dans les sociétés, qu'on observe vraiment à des endroits très, très différents du globe tout au long de l'histoire. Il naît probablement de ces contraintes objectives, mais qui ensuite deviennent des normes coercitives, qui s'exercent même là où elles n'ont aucune signification. Parce qu'après, ça s'étend à tout ce qui est valorisé et qui va être plutôt réservé aux hommes, et des choses moins valorisées qui vont être réservées aux femmes, alors qu'en soi, ces activités n'impliquent pas de dépenses énergétiques fortes, ni de déplacements loin, etc. Donc on pourrait très bien s'organiser autrement. Mais oui, l'idéologie a ensuite sa force propre. Elle apparaît probablement parce que ces choses-là étaient rationnelles au début, mais ensuite, elle contamine un peu tout le reste. Et donc, elle est d'autant plus difficile à défier, si je peux me permettre. Parce qu'une idéologie pure qui ne repose sur rien, on peut, par une autre idéologie, par des mobilisations, par des attaques, on peut la bousculer, on peut imaginer la renverser et en mettre une autre à la place. Mais si, en plus, elle prend racine, elle s'accroche à quelque chose de rationnel, c'est d'autant plus difficile. Donc, tant que ces conditions matérielles prévalaient dans les sociétés, il était très improbable de voir cette idéologie se déliter ou une nouvelle idéologie plus égalitaire venir à la place. Alors, en même temps, on pourrait vous rétorquer que une fois que les enfants étaient mis au monde, les femmes pouvaient d'une certaine manière passer à autre chose, si on peut dire, et ne pas vraiment s'en occuper. Et vous rappelez justement dans votre ouvrage que, en gros, il y a une spécificité quand même de l'espèce humaine, c'est que les nouveau-nés ont besoin
d'un accompagnement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir la grossesse, de mettre l'enfant au monde et puis, si je puis dire, de passer à autre chose. Il y a tout un... Alors, c'est évidemment, les paléanthropologues ont beaucoup écrit dessus sur l'altricialité secondaire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enfant naît d'une certaine manière inachevé, inaccompli. Je me ferai jeter pour l'imprécision de ce terme-là, mais en gros, c'est un peu ça l'idée. Et d'une certaine manière, en raison du développement de son cerveau et qui fait que les femmes ont déjà couché plus tôt, ce qui fait qu'il a besoin de tout un ensemble de soins, d'aide, et ce qui notamment crée la spécificité, on va dire, communautaire, sociale, on va dire, très poussée de l'espèce humaine. Et il me semble que c'est ça qui est intéressant. Ce que vous expliquez, c'est que les femmes, d'une certaine manière, étaient bloquées par la grossesse, au-delà de la grossesse elle-même, quoi. Complètement. Ce n'est pas seulement la grossesse, c'est vraiment la grossesse et tout le processus d'élevage de ces petits-enfants, qui passe aussi par la nutrition, parce qu'encore une fois, dans ces sociétés, l'apport nutritionnel des mères était absolument fondamental. Mais qui passe aussi par le reste des soins. Alors oui, l'altricialité secondaire de l'enfant humain, ce terme, il a récemment été réutilisé par Bernard Lahire dans son livre Les structures fondamentales des sociétés humaines, où il explique justement que cette particularité des petits d'hommes, elle est en grande partie responsable de la fixation de la femme dans ce monde de l'enfance, qui participe aussi à son infantilisation, quelque part, dans beaucoup de sociétés. Oui, tout à fait. Ce sont les particularités de notre espèce, de sa reproduction et de sa progéniture, qui expliquent comment et pourquoi ce déséquilibre a pu apparaître. Ce qui ne veut pas du tout dire que ça le justifie, n'est-ce pas, du point de vue moral. C'est deux questions complètement disjointes. Ça explique pourquoi il a pu apparaître. Très bien. Et alors, donc, on va avancer, du coup, on va reprendre le fil de la discussion. Comment les femmes ont réussi d'une certaine manière à s'émanciper, comment elles sont sorties comment elles ont gagné leurs droits à travers les siècles, et comment on est arrivé du coup à ce mouvement d'émancipation féminine que vous rappelez d'ailleurs à l'échelle de l'histoire est très récent. C'est-à-dire vous citez au mieux, on pourrait dire 230 ans avec les premières, on va dire, figures féministes de la Révolution française, et on va dire normalement plutôt 50 ans en réalité. Oui, c'est très rapide si on compare cette période au reste de notre histoire écrite et encore plus de notre histoire non écrite, c'est-à-dire de notre histoire en tant qu'espèce. Parce que ce déséquilibre, encore une fois, est très ancien. On a du mal à le dater, bien sûr. On ne sait pas à quel moment du paléolithique apparaît exactement cette division sexuelle des tâches. Mais il y a quelques travaux d'archéologues qui s'intéressent à ça. Il y a récemment des travaux absolument passionnants sur l'histoire des mythes et la datation des mythes principaux de l'humanité, qui tendent à montrer que le mythe du matriarcat primitif, donc qui relègue une espèce de domination fantasmée des femmes passées dans cette société, à une époque vraiment reculée. C'est-à-dire que ce mythe, apparemment, il serait daté de 60 000 ans, c'est-à-dire d'une époque où l'homme n'était pas vraiment sorti de l'Afrique, donc avant cette grande dispersion, et il aurait été dispersé aux quatre coins du globe au gré des migrations humaines. Donc déjà, il y a 60 000 ans, ce mythe existait en tant que justification de l'inégalité existante. Pourquoi est-ce que les hommes dominent? Parce que les femmes dominaient avant, mais ça s'est très mal passé, etc. Et vous montrez qu'il a une certaine forme de vérité, entre guillemets, ce matriarcat originel. Il a une certaine forme de vérité si on se réfère à ce passage du paléolithique au néolithique, mais de fait, le mythe, il est bien antérieur. Il est bien antérieur à ce passage-là. Donc, en fait, oui, bon, après, par la suite, on peut se référer à ce passage-là. Mais de fait, il a existé même avant. Donc, ça a vraiment l'air... ce déséquilibre a vraiment l'air très, très ancien dans notre espèce. Donc, c'est une très longue histoire. Et effectivement, vous l'avez dit, tout change en en 2 siècles, en quelques décennies même, parce que c'est vraiment les 150 dernières années qui concentrent le gros des progrès dans la condition des femmes. Et comme on a commencé par là, je tends à relativiser un peu l'importance du facteur lutte et du facteur idée dans ces changements, non pas à le nier, mais à le relativiser. Je m'attache à mettre en lumière les conditions structurelles qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé dans la structure de nos sociétés qui a créé les conditions pour que ce changement puisse avoir lieu? Qu'est-ce qui a rendu l'égalité entre les hommes et les femmes fonctionnelle? Pourquoi est-ce qu'avant, ça n'aurait pas pu vraiment marcher, même si on avait beaucoup voulu et qu'on était très progressiste au XIVe siècle? Pourquoi est-ce qu'à partir du XIXe siècle, si on voulait beaucoup et qu'on était très progressiste et qu'on luttait très fort, on allait y arriver?
Et qu'en plus, ça n'allait pas, ça n'allait pas déstabiliser la société, ça n'allait pas se traduire par une efficacité moindre. Au contraire, ça allait être fonctionnel pour les sociétés. Aussi, c'est le cœur de la thèse de votre ouvrage. Du coup. C'est ça. Et je place ce changement dans l'ordre des choses matérielles. Alors, je m'intéresse vraiment au matériel au sens propre, pas le matériel au sens un peu compliqué et philosophique, le matériel au sens les choses, les objets, le monde qui nous entoure du point de vue voilà, de ces choses-là, tout ça. Qu'est-ce qui a changé du point de vue matériel dans ce qui nous entoure il y a 150, 200 ans? Et là, ce sont des changements massifs. Notre monde connaît, au moment de la Révolution française, mais en fait d'une autre révolution qui arrive à peu près au même temps, la révolution industrielle, des changements d'ampleur qui vont transformer complètement notre environnement quotidien. Ces changements vont commencer par un certain nombre de pays occidentaux et ensuite se diffuser de proche en proche, donc en Europe, aux États-Unis, et puis ensuite progressivement dans le reste du monde. Ces changements se traduisent par une envolée de toutes les courbes qui caractérisent l'activité humaine. Notre production, le nombre d'êtres humains par pays ou sur la planète. 1 milliard en 1800, c'est ça, jusqu'à 8 milliards aujourd'hui. Donc... Absolument, une explosion démographique considérable. Explosion de notre richesse, la richesse collective produite, mais aussi la richesse par habitant, malgré l'augmentation du nombre d'habitants, grâce à une démultiplication, à une envolée de la productivité du travail, envolée qui est tirée par le recours massif aux énergies fossiles. On commence à utiliser massivement les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, et puis plus tard d'autres types d'énergie, l'énergie nucléaire et les autres types qu'on connaît aujourd'hui. Et cette utilisation sans précédent d'énergie, le volume d'énergie utilisé par habitant explose, va nous permettre, grâce à ces machines qui vont travailler pour nous, il y a une expression que j'aime beaucoup de Jean-Marc Jancovici, ce sont les esclaves énergétiques. J'aime bien parce que c'est très imagé. Ces machines vont travailler pour nous, elles vont emmagasiner en fait toute une somme de travail qui aurait pu être humain et qui va nous fournir tout un ensemble de biens et de services qu'on serait bien incapable de se fournir soi-même, sauf si on était un pacha qui avait, voilà, il y a des calculs différents, on peut contester bien sûr les modes de calcul, mais c'est l'équivalent de quelques centaines d'esclaves par Européen. Donc c'est un citadin normal aujourd'hui européen à 100 esclaves, c'est ça? Voilà, exactement. Esclaves énergétiques. Oui, on parle pas, il y a aussi probablement, s'il est européen, des petits esclaves dans le tiers-monde. Mais là, on parle des esclaves purement de la force mécanique grâce à cette transformation du mode de production. Oui, c'est-à-dire, je vous coupe, c'est en gros, quand on allume notre machine à café, notre interrupteur, on ne se rend pas compte derrière de tout un dispositif technique. Exactement, gigantesque. On ne se rend pas compte tout au long de la journée de tout ce que chacun de nos gestes, allumer la lumière, faire cuire un repas, ouvrir le frigo, passer au magasin pour acheter n'importe quelle broutille, implique qu'on dépense d'énergie colossale pour que tout ça soit à notre disposition et n'implique de notre part absolument aucune dépense énergétique. Appuyer sur un interrupteur, un enfant de 3 ans peut le faire avec le même succès que nous. Ou qu'un géant. Donc ça, c'est un changement majeur par rapport au siècle passé, vraiment nouveau dans l'histoire humaine. Et pourquoi je rattache ça à l'histoire des femmes? C'est parce que ces changements vont avoir des implications particulières pour les femmes, parce que les femmes dans ce monde pré-industriel faisaient l'objet d'une série de contraintes spécifiques dont on a parlé tout à l'heure. Les contraintes liées à l'enfantement qui limitaient beaucoup le temps disponible pour d'autres activités sociales et qui était, je pense, essentiel dans la rationalité de cette division sexuelle des tâches. Donc le temps économisé par les femmes, il se lit sur une journée. Le travail domestique se réduit comme peau de chagrin à partir du 19e siècle. Il se réduit comme peau de chagrin, ça ne veut pas dire qu'il disparaît. Ça ne veut pas dire qu'ensuite il sera totalement également divisé entre les hommes et les femmes, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais ce travail domestique qui, dans le monde pré-industriel, où il n'y avait pas tous ces boutons sur lesquels on pouvait appuyer et où chacun de ces gestes impliquait tout un travail physique qu'une personne devait fournir, et souvent c'était les femmes qui le fournissaient, parce que c'était lié au foyer, où les femmes étaient immobilisées par leur abondante progéniture, tout ça se tenait rationnellement, eh bien ce temps domestique va se réduire drastiquement et de plus en plus vite, et non pas en premier lieu grâce aux appareils, on peut bien sûr penser aux appareils qui équipent notre quotidien, nos foyers, mais essentiellement grâce à l'infrastructure qui les sous-tend. L'électricité, donc tout ce réseau gigantesque qui alimente
toutes nos villes et nos campagnes et l'ensemble des appareils qui sont branchés dessus. Le réseau de distribution d'eau, qui est une avancée majeure dans l'économie de temps. Il n'y a qu'à penser aux pays du tiers-monde où l'eau est un problème. Le réseau de logistique commerciale et de distribution, et bien sûr tout le réseau économique et industriel derrière qui produit des biens de consommation à large échelle. Alors, cette société est très aliénante, elle a plein de défauts, elle conduit à plein d'autres contraintes dont on pourrait parler séparément. Il n'est pas question de dire que c'est une société super épanouissante au sens philosophique du terme, ce n'est pas du tout le propos. En revanche, c'est une société qui autorise bien plus l'interchangeabilité entre les hommes et les femmes dans les occupations, dans leurs occupations, dans ce qu'ils font. Le temps domestique, du travail domestique se réduit, donc sur une journée typique, une femme d'aujourd'hui a statistiquement beaucoup plus de temps à consacrer à autre chose qu'une femme il y a 200, 500, 1000 ou 10 000 ans. Sur une vie, c'est encore plus flagrant, parce que sur une vie, on l'a dit tout à l'heure, produire 6, 8, 10, voire 12 enfants, c'est très considérable comme dépense de temps. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Virginia Woolf qui s'appelle Une chambre à soi, où elle imagine des personnages comme ça avec lesquels elle dialogue un peu. Et elle parle de, je crois que c'est la mère d'une amie à elle, mère de Mary Beaton, et qui avait eu 13 enfants. Et donc elle réfléchit au destin de cette femme, qui est un peu plus âgée qu'elle, donc génération précédente, et elle se demande si Mary Beaton aurait pu devenir riche en spéculant à la bourse, ou je ne sais plus, en investissant. Et elle se dit non, je ne pense pas, parce que faire fortune et avoir produit 13 enfants, c'est vraiment au-delà des capacités d'un être humain. Et elle a raison. Produire 13 enfants, c'est une dépense de temps telle, une occupation telle sur une vie, qu'il est très difficile de se consacrer de façon pleine et entière à une autre activité. Donc, 13 enfants. Alors, pourquoi plus 13 enfants et là, on arrive à cette variable par laquelle on a commencé, c'est que il y a non seulement technologisation du quotidien, mais il y a aussi un progrès médical qui est lui-même une dérivée du progrès technologique et scientifique cumulatif, qui a des retombées absolument fantastiques pour les femmes du point de vue de la mortalité infantile. Les petits-enfants arrêtent de mourir. Ils arrêtent de mourir. Alors, avant le progrès médical, je l'avais mentionné, il y a aussi le progrès économique. On produit plus de denrées alimentaires, les enfants mangent mieux, moins de famine, les famines reculent tout au long du 19e siècle. Moins de famine, ça veut dire moins de rachitisme, ça veut dire plus d'immunité, moins de morts. L'assainissement du circuit d'eau, les latrines dont j'ai parlé au début, très mauvais, gastro-entérite, petit enfant mort, recul de ce type de maladie. Et puis ensuite, le progrès proprement médical, les premiers vaccins, la pasteurisation du lait, très important, Pasteur. Donc je précise, fin 19e, début 20e. Absolument. Voilà. L'asepsie, bien sûr, Pasteur aussi, mais Semmelweis, que j'aime beaucoup aussi. Et puis, à la fin, déjà, au XXe siècle, les antibiotiques. Et alors, c'est très drôle parce que la courbe de la mortalité infantile, elle descend comme ça, vraiment de façon abrupte, tout au long à partir du milieu, de la fin du XIXe siècle. Et dans les années 20-30, et elle se maintient encore, je crois qu'en France, c'était de l'ordre de 70 pour 1000. Ce qui est très élevé par rapport à aujourd'hui. Et le dernier piqué, c'est vraiment l'introduction de la pénicilline et puis les autres antibiotiques qui suivent, qui nous rendent libres de cette angoisse de voir son enfant mourir parce qu'il a attrapé une maladie infectieuse infantile. Voilà, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Les enfants arrêtent de mourir. Mais si les enfants arrêtent de mourir, on n'est plus obligé d'en faire 8. Oui, il est important d'avoir des enfants pour beaucoup de gens. Même la société encourage toujours à cette époque à avoir des enfants, mais il n'y a aucun besoin d'en avoir 13. On peut très bien en avoir 2 ou 3, bon, voilà, plus si affinité. Mais c'est là que ce célèbre slogan féministe « Un enfant si je veux, quand je veux » devient pertinent. C'est-à-dire qu'il peut avoir du sens si l'enfant qui naît, c'est un enfant qui vivra. Je parle dans mon livre de l'enfant qui vivra. L'enfant qui vivra, à mon avis, c'est l'un des traits vraiment caractéristiques de nos sociétés qui n'a jamais été vrai pour l'humanité. Les enfants qui naissaient étaient des enfants peut-être. C'est tous des enfants, on va voir. Beaucoup d'entre eux ne survivaient pas, donc on attendait de voir. Aujourd'hui, un enfant qui naît, c'est fondamentalement un enfant qui va vivre, et quand il ne vit pas, c'est une tragédie, d'autant plus difficile à vivre qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Toutes les familles étaient confrontées à la mort d'enfants dans le monde pré-industriel. Dans notre monde à nous, ces familles sont des exceptions.
Bon, Donc, ce qui bouleverse du coup le rapport à la mort et le ce qui rapport bouleverse à complètement la le rapport à la parentalité. mort, exactement, à la transmission, à la parentalité, mais qui rend vraiment possible de s'approprier son destin procréatif, si je peux me permettre. Et donc, le droit à disposer de son corps, un enfant si je veux, quand je veux, la pilule, etc., tout ça, ça devient actuel, ça devient pertinent. Parce que, comme je le dis, pour plaisanter un peu, est-ce que la pilule aurait été utile à l'époque de Jeanne d'Arc? Alors, justement, elle aurait peut-être été utile à Jeanne d'Arc, comme personnalité, si Jeanne d'Arc avait eu des relations charnelles, ce qui n'a pas été le cas, bien sûr, parce que on sait tous qu'elle était pucelle. Mais si elle ne l'avait pas été, et qu'elle voulait quand même monter à cheval et participer à la geste militaire, la pilule lui aurait été utile. Mais pour la masse statistique des femmes, la demande manquait. Ce qui importait le plus à cette époque, c'est de les garder en vie et d'en avoir quand même. Et pas que, voilà, dans la masse. Voilà. Donc, En pleine guerre de 100 ans, je précise, avec les famines et les guerres. exactement. Donc, voilà. La mortalité à cette époque devait être dans la fourchette haute. Voilà, et donc là, tout ça devient pertinent, et à partir de là, bien sûr, tous ces droits, toutes ces nouvelles opportunités, toutes ces nouvelles occasions qui s'ouvrent aux femmes, elles sont fonctionnelles. Et en même temps, alors ce que j'essaie de montrer aussi dans le livre, c'est que en face de ce phénomène de disponibilité croissante des femmes, les femmes sont de plus en plus disponibles, elles ont de plus en plus de temps à offrir à la société en dehors de la sphère domestique. Et en même temps, en face, il y a une demande de l'activité des femmes, il y a une demande de bras. C'est la dynamique du capitalisme industriel qui tend à mettre tout le monde au travail. On met tout le monde au travail. On met les paysans au travail, même les enfants au travail, et puis les femmes aussi au travail, un peu dans l'industrie et surtout dans les services qui sont tirés ensuite derrière l'industrie. Et les femmes entrent massivement dans le salariat aussi parce que leur participation dans ce travail à l'extérieur du foyer devient fonctionnelle à l'intérieur de ce mode de production. Donc ce n'est pas uniquement un droit qui leur est accordé. D'ailleurs, le travail des femmes, dans les premiers temps surtout, était un travail très pénible, qui n'avait pas grand-chose d'épanouissant au sens, encore une fois, ontologique du terme. Mais ça devenait quelque chose qui était davantage proche de la condition de l'homme. Même si elles étaient moins bien payées, même si elles étaient plus exploitées que les hommes au début, c'était le début de l'homogénéisation, qui ne va pas s'arrêter ensuite. oui, d'une certaine manière, vous expliquez que la femme est doublement gagnante de cette révolution, c'est qu'elle s'arrache à la nature et du coup à la domination masculine. Exactement. D'où féminicène, du coup. Oui, c'est ça, d'où féminicide. C'est-à-dire que l'entrée dans cet âge industriel, dans cet âge des machines, dans cet âge technologique, qu'on appelle anthropocène parfois, il signifie pour nous tous un certain arrachement à des contraintes naturelles. De la faim, du froid, de la soif, de tout ce qui avait constitué notre vie durant les siècles précédents, même si, encore une fois, on est du coup soumis à d'autres types de contraintes. Je ne cherche pas à dire qu'on se libère de tout. Et pour les femmes, vous avez raison, c'est un double dépassement, une double libération, parce que ces contraintes naturelles la soumettaient en même temps à l'homme dans cette configuration de division sexuelle des tâches. Désormais, les tâches sont divisées selon un critère social. Il y a des métiers plus ou moins masculins, plus ou moins féminins, mais les femmes peuvent exercer tout type de métier. Ces contraintes ne sont plus spécialement fonctionnelles pour la société. Donc, cette idéologie dont on a parlé tout à l'heure, qui avait un soubassement matériel à la base, elle n'a plus de soubassement. Et donc, ce qui se passe, c'est que parfois on me le fait remarquer, oui, mais au XIXe siècle, il y a justement, c'est là qu'on crée le stéréotype de la femme au foyer, c'est là que... Et c'est tout à fait exact, j'en parle assez brièvement dans le livre, mais je le mentionne, ce fait, qui me semble tout à fait logique en fait. Quand vous enlevez le soubassement matériel ou objectif à une idéologie, l'idéologie, elle se raidit, elle devient encore plus violente quelque part, plus oppressive, parce qu'elle n'a plus aucun fondement. Donc il faut vraiment qu'elle s'impose un coup de Code Napoléon, tout ça. Oui, c'est pas de transition en fait, c'est ça Exactement, le moment de transition. Mais en fait, c'est vraiment un moment de transition, ça ne dure pas. C'est un peu le chant de cygne ou le barreau d'honneur. Et ensuite, voilà, cette idéologie, elle est plus ou moins emportée par le vent de l'histoire qui pousse à cette interchangeabilité des hommes et des femmes dans le système capitaliste de façon très cohérente avec l'idéologie capitaliste aussi, qui ne considère pas les individus comme des essences, qui les considère comme des sources de profit. Donc une femme est un prolétaire comme un autre. Elle est exploitable au même titre et à peu près dans les mêmes conditions. Si on peut lui arracher un peu plus de plus-value, c'est encore mieux. Mais bon, ma foi, ce qui compte, c'est que le gâteau grandisse. Donc,
Alors, ça marche. on va venir sur cette, comment dirais-je, définition conservatrice ou révolutionnaire du capitalisme pour les femmes. Mais je voulais revenir sur un point. Un des arguments d'ailleurs qui vous a été rétorqué, on va dire, qui critique un peu votre approche, c'est de montrer qu'il y a encore aujourd'hui certains pays, évidemment on prend le Japon ou l'Arabie Saoudite, sont souvent cités, qui sont des pays avec encore des comportements qui sont totalement insérés dans la dynamique capitaliste et à l'économie monde, et en même temps reproduisent des comportements traditionnels et où la domination masculine est encore présente. Oui, alors je pars de l'Occident, parce que l'Occident est le cœur de cette révolution industrielle, de ces changements matériels qui partent de là, et qui se diffusent ensuite avec des temporalités différentes et un succès inégal aux autres parties du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas de partie du monde, sauf quelques tribus très isolées, et encore, même là, qui n'auraient pas été touchées par ce processus du tout. Mais c'est vrai que les pays sont touchés de façon inégale. Certains ont complètement rattrapé le niveau de vie et le mode de vie matériel de l'Occident, d'autres pas tout à fait ou vraiment pas. Alors, ce qui se passe du point de vue de la condition des femmes, vous avez raison, il y a des pays où la situation peut sembler paradoxale du point de vue de ma thèse. L'infrastructure technologique est là et pourtant les droits ne suivent pas. Alors, à mon avis, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est que je ne cherche pas à prouver que tout vient uniquement du matériel. C'est un processus interactif où la base matérielle, plutôt que d'être déterminée de façon mécanique ce qui va se passer au niveau des idées, l'infrastructure ne va pas déterminer la superstructure de façon automatique, telle infrastructure, telle superstructure, c'est plutôt un périmètre des possibles. La configuration matérielle du monde trace comme un cercle d'airain. On ne peut pas en sortir. Ça peut être du côté droit, ça peut être du côté gauche. Il y a un assez large spectre des possibles entre les deux. Par contre, on ne peut pas sortir. On peut pas, au Moyen-Âge, on ne peut pas avoir exactement les mêmes idées qu'aujourd'hui, mais même au Moyen-Âge, on peut avoir des situations différentes entre différents pays, différentes cultures, différentes situations locales. Donc, c'est un périmètre des possibles. Le reste, enfin, comment dire, ce qui se passe concrètement dans tel endroit donné dépend de ces facteurs matériels et des autres facteurs qui entrent en jeu. L'Occident, il était vraiment dans une configuration idéale, entre guillemets, pour que ce processus d'émancipation des femmes puisse être lancé. Parce que c'est là que se produit la révolution industrielle, parce que l'Occident, l'Europe occidentale, n'était pas caractérisée à la base par des types familiaux, notamment, Emmanuel Todd, il aime beaucoup parler de ça, des structures familiales, les plus oppressives pour les femmes. C'était notamment pas là que prévalait le modèle des familles communautaires, très oppressive pour les femmes, comme en Asie centrale, par exemple, dans certaines régions de l'Afrique, en Chine, qui là réduisait vraiment les femmes au statut d'objet échangé. Dans l'Occident, c'était un peu différent. Il y avait une filiation davantage bilatérale. Et donc, au niveau des représentations, au niveau des consciences, il y avait ce déséquilibre entre les femmes et les hommes, mais il n'était pas aussi abyssal que dans certaines autres sociétés qui d'ailleurs correspondent pas mal à des régions où aujourd'hui on a un peu de mal à s'arracher à ce facteur. Et puis vous avez d'autres facteurs, par exemple la religion, un facteur complètement idéal, mais n'empêche qu'il y a des répercussions ensuite sur ce qui se passe dans l'ordre des droits, des conditions. En Occident, au même moment, vous avez un affaiblissement de la religion très important, de la religion chrétienne, et la religion faisait partie de ces appareils normatifs qui avaient intégrer la dissymétrie entre les hommes et les femmes, et les institutions, les instances religieuses participaient à inculquer la nécessité de cette norme. Donc l'affaiblissement religieux fragilise aussi cette norme, la rend davantage friable. Donc on avait à la fois les conditions les plus idéales du point de vue matériel, c'est de là que ça part, et puis le moins de résistance, disons, dans les structures déjà présentes. Ailleurs, vous avez ces structures familiales plus oppressives, vous avez cette religion qui peut jouer un facteur important, et puis il y a tout simplement un facteur temporel, tout bêtement. C'est-à-dire que l'Occident, en Occident, la révolution industrielle, elle date de, voilà, c'est la fin du XVIIIe siècle. Et ces effets se font sentir très progressivement. Les effets dont je parle sur notre quotidien, sur la transformation des gestes que nous effectuons dans la vie de tous les jours, les effets encore plus sur la mortalité, sur les droits des femmes que ça permet d'obtenir, tout ça, c'est très
rapide au regard de l'histoire longue, mais très lent à l'échelle d'une vie humaine. Quand on considère ces pays qu'on cite généralement, on cite par exemple souvent les pays du Golfe, qui sont très technologisés, très, très riches en infrastructures technologiques, mais assez oppressifs pour les femmes. Le Japon. Ce sont des pays qui se sont industrialisés et qui ont transformé leur environnement matériel depuis beaucoup moins longtemps que les pays européens. Le Japon, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que, bon, il y avait l'ère Meiji, mais l'amélioration du quotidien, de l'environnement quotidien du plus grand nombre, c'est vraiment après la Deuxième Guerre mondiale avec tout ce miracle économique japonais qu'on connaît. Donc c'est un phénomène beaucoup plus récent. Et les pays du Golfe, c'est encore plus récent que ça. C'était des pays qui, avant, n'avaient pas du tout le même mode de vie que les pays occidentaux, même au début du XXe siècle. Donc je pense que ce sont ces trois facteurs, la base matérielle, la configuration des structures sociales héritées dans chaque endroit du monde et les facteurs idéaux comme la religion, leur force, leur vigueur relative à ce moment-là, qui expliquent ce différentiel. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que même dans ces pays où, malgré l'opulence matérielle, les femmes continuent à être traitées de façon inégale, même dans ces pays, leur statut change. C'est-à-dire que le statut des femmes change un peu partout dans le monde. Il y a bien sûr des contre-exemples absolus du style talibans qui reviennent au pouvoir et puis qui ramènent tout le monde au Moyen-Âge. Mais globalement, même dans les pays comme l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, au Japon aussi, c'est très lent, c'est beaucoup plus lent qu'en Occident, il y a beaucoup plus de résistance de la tradition, mais ce n'est pas du tout la même situation qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qui m'amène sur une question, et je l'ai évoqué tout à l'heure, il est courant de critiquer l'émancipation des femmes dans l'époque capitaliste aujourd'hui, en expliquant que d'une certaine manière, elles auraient abandonné une domination, celle du foyer, à une autre domination, celle de l'entreprise. Même plus largement, on pourrait dire que le système capitaliste n'a jamais autant marchandisé le corps des femmes, n'a jamais autant sexualisé. Est-ce qu'on peut penser, est-ce que cet argumentaire vous semble valable, que d'une certaine manière, les femmes n'auraient fait que troquer une domination par une autre? Oui, il me semble valable. Il me semble totalement valable. C'est plus globalement, je ne donne pas du tout au mot émancipation dans le livre, enfin, ou disons pas entièrement, de valeur améliorative. Quand je parle d'émancipation, je ne sous-entends pas forcément que c'est à tout égard formidable. C'est plutôt un terme que j'utilise pour parler de l'égalisation ou de l'homogénéisation des conditions des hommes et des femmes. La condition des femmes, après, avec les conséquences de la révolution industrielle, devient davantage similaire à la condition des hommes du point de vue de leur statut, de la considération dont elles jouissent dans la société, des opportunités qui leur sont offertes, des métiers qu'elles peuvent exercer, etc. De ce point de vue-là, il y a de plus en plus d'interchangeabilité entre les hommes et les femmes. Donc, j'utilise le mot émancipation dans ce sens-là. Ça ne signifie pas que parallèlement, elles ne sont pas soumises à d'autres types de contraintes qui viennent du coup s'exercer sur elles. Et vous les avez mentionnés, c'est notamment l'intégration dans le système salarial, qui est tout sauf un monde de bisounours et de bonheur pur. Le salariat, c'est un système d'exploitation de l'homme par l'homme. Et les femmes, en y entrant, deviennent des prolétaires comme les autres, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles y sont intégrées. C'est tout à fait exact, mais c'est quelque chose qui me semble propre à l'ensemble des phénomènes. Il n'y a pas de phénomène, ou très peu de phénomènes, qui soient univoquement positifs dans l'histoire humaine. Souvent, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais à bien y regarder, il y a toujours des choses qui en découlent qui ne sont pas exactement parfaites pour les individus en question. Et cette émancipation-là en fait partie. Oui, on parle du salariat, de la domination par le patron, si on peut dire. Voilà, on troque la domination du mari par celle du patron. On peut aussi parler de la double contrainte, parce que les tâches domestiques se sont réduites drastiquement, mais elles subsistent. Et elles restent inégalement réparties, même si elles sont bien plus également réparties qu'avant. Donc les femmes doivent assurer les deux, ce qui importe une charge importante sur une personne. Et puis il y a d'autres types de problèmes, entre guillemets, ou d'aliénation qu'on peut déceler dans cette société. Vous avez parlé de la marchandisation du corps. Oui, marchandisation du corps. Et puis aussi ce que Todd appelle la difficile liberté. Il parle de l'anomie durkheimienne pour dire que les femmes ont gagné la liberté, mais en même temps, elles ont gagné aussi l'angoisse qui vient avec le choix,
Les destins personnels sont maintenant beaucoup plus accidentés qu'avant, ce qui implique beaucoup de stress, beaucoup des ruptures, des bifurcations, des difficultés qui viennent avec, etc. Ce ne sont pas que des choses positives. On peut très bien trouver dans cette forme de vie moderne aussi des côtés angoissants ou des côtés compliqués. Oui, Todd parle de la difficile liberté. Ils ont gagné une difficile liberté. Donc, voilà. Alors, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Vous avez dessiné un peu le portrait de cette ère féminicène. Qu'est-ce qui aujourd'hui la menace d'une certaine manière? Alors, ce qui la menace, alors beaucoup de choses, très certainement. En général, on s'attache en miroir un peu, tout comme on s'attache au facteur idéal dans le processus qui a mené à l'égalisation des statuts entre les hommes et les femmes. De la même façon, on suppose que les principaux dangers qui guettent les femmes sont eux aussi d'ordre idéologique ou symbolique. Donc, les idéologies réactionnaires, on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il y a un retour des conservatismes dans plusieurs pays occidentaux, donc on s'inquiète de la remise en question des droits des femmes, à raison. Cependant, comment dire, de la même façon, un miroir, moi, de mon côté, de ma thèse, je pense que les conditions matérielles, si elles ont joué un rôle essentiel dans le chemin que nous avons fait jusque-là, de la même manière, leur déstabilisation nous priverait de cette base qui autorise l'ensemble de ces bienfaits. Donc, moi, logiquement, il me semble que les dangers principaux sont à chercher, eux aussi, du côté matériel. Non pas que je nie les autres dangers sont réels, mais encore une fois, quand j'ai parlé du périmètre des possibles, à conditions matérielles données, vous pouvez avoir un conservateur qui arrive au pouvoir et qui remet en cause une série de droits des femmes, par exemple le droit, je ne sais pas, à la contraception. On va décider que les femmes n'ont plus le droit à la contraception, il faut relancer la natalité, le réarmement démographique, etc. Donc voilà, très bien, enfin, ou très mal. Un autre peut arriver à la place après, à la faveur de mobilisation populaire, etc., et remettre en question, n'est-ce pas? Si la base matérielle est toujours là, rien ne nous interdit de revenir à la situation antérieure. Oui, ça rentrera dans le cas de l'alternance politique. Et, oui, un peu plus musclé, mais néanmoins, le retour est possible, parce qu'il y a toujours la possibilité d'avoir la contraception. Si on imagine un monde dans lequel le soubassement matériel de ce droit à disposer de son corps qu'est la contraception est déstabilisé, là, c'est tout l'ensemble de ces possibilités qui disparaît. Là, il ne sera plus question d'un autocrate ni d'un conservateur. Ce sera une question de contrainte objective. Et je résume ça par une image. La pilule, pourquoi je prends la pilule? C'est parce que c'est le plus facile. Mais en fait, on peut prendre plein d'autres choses. Il faudra juste faire quelques autres opérations supplémentaires pour arriver à la même conclusion. La pilule, c'est vraiment un objet emblématique qui symbolise le droit à disposer de notre corps. Il a été emblématique dans la deuxième partie du XXe siècle. Voilà, on a gagné le droit à la contraception. Grâce à la pilule, on peut choisir de ne pas procréer. C'est un droit légal. Il devient réel au moment où, quand vous arrivez, enfin pas vous, mais même moi, enfin une femme, arrive à la pharmacie le matin pour exercer ce droit, le pharmacien peut lui donner la pilule. C'est-à-dire que le droit rencontre le produit qui lui est associé, ou le service qui lui est associé dans notre société. Et il arrive à lui sortir la pilule dans n'importe quel coin de France ou d'autres pays bien portants, parce que cette pilule a d'abord été mise au point, elle a ensuite été produite en quantité industrielle, dans des grosses usines, c'est-à-dire beaucoup de dépenses d'énergie, beaucoup de machines qui travaillent, beaucoup d'extraction du sol, des ressources, etc. Emballé, pareil, emballage, beaucoup de produits métaux, etc., plastiques. Tout ça a été mis dans des camions qui eux, roulent aussi au pétrole, beaucoup de dépenses, même des containers qui roulent souvent de Chine, parce que souvent c'est produit en Chine et pas chez nous. Et à la fin des camions, etc., le dernier kilomètre, enfin bref. Toute cette grosse logistique mondiale, en fait, qui mobilise une quantité colossale d'actions humaines et surtout d'actions mécaniques, elle aboutit à cette boîte que le pharmacien vous sort. Et votre droit, à ce moment-là, devient effectif. Si cette belle machine est cassée, c'est-à-dire on n'a plus assez de ressources, parce que c'est quand même l'une des choses qui menace ce monde qui est fondé sur une économie extractiviste, c'est la finitude des ressources. Si on a les conditions de production qui sont détraquées, parce que l'autre problème qui nous attend, c'est les crises liées à la crise climatique, grosse déstabilisation des conditions de production, si les routes de communication sont coupées, si le pétrole est trop cher, si la Chine ne nous l'envoie pas, enfin bref,
Si tout ça s'enraye, vous venez, vous voulez exercer votre droit, vous avez toujours le droit. Le droit, il existe, le droit légal existe, mais le produit n'est pas là. Donc votre droit devient vide. Il existe, mais c'est comme s'il n'existait pas. Il ne signifie rien. Donc c'est ça que j'essaie c'est à ça que j'essaie de sensibiliser, si je peux me permettre, dans mon livre. C'est à l'importance de ces facteurs matériels auxquels on ne pense pas parce qu'ils sont devenus complètement naturels. Nous vivons dans ce milieu et il nous semble donné pour toute une série de retombées qu'on n'associe pas du tout aux choses matérielles. Voilà, le droit à disposer de notre corps, on va penser à la politique, on va penser aux idées, on va penser à l'idéologie, à la religion. On ne va pas penser aux machines, on ne va pas penser aux trucs qui creusent le sol, on ne va pas penser au pétrole, ni à l'usine qui travaille derrière. Alors là, ça marche pour la pilule, mais du coup, pour je sais pas moi, le droit à l'avortement par exemple, dans une société où effectivement il y aurait moins de disponibilité, cette disponibilité énergétique ferait défaut, il faudrait par exemple, la mortalité infantile pourrait par exemple remonter, donc il faudrait faire plus d'enfants, donc la question de l'IVG par exemple se poserait d'une nouvelle manière. D'abord, l'avortement, c'est un peu comme la pilule de façon indirecte, parce qu'un avortement, c'est pas uniquement, enfin, je veux dire, on peut le pratiquer avec un cintre, mais le taux de mortalité est très Oui, ça demande quand même une configuration médicale. Ça médicale. demande une configuration médicale assez petite, des médecins formés, des locaux médicaux, etc., qui marchent. Donc déjà, il y a ça. Et puis ensuite, effectivement, un changement drastique de conditions de vie du point de vue matériel risque de conduire à la fois à une augmentation de la mortalité infantile et autres, et en plus à une division des tâches qui sera probablement davantage organisée selon le mode sexuel comme dans le monde pré-industriel. Peut-être pas exactement comme, mais peut-être pas très loin. Parce qu'un monde avec moins d'énergie, avec moins de machines, c'est un monde plus manuel, donc dans lequel les rationalités du corps physique entrent de nouveau en scène. Donc tout cet ensemble de facteurs, pression pour faire plus d'enfants, pression pour une division davantage sexuelle des tâches, ça risque, oui, de conduire à le retour d'une forme ou d'une autre de cette division des activités et de la dévalorisation probable des femmes qui s'en suivraient. Et donc du coup, l'ensemble, on va dire, des combats féministes actuels vous semble dérisoire ou anecdotique ou à côté de la plaque? Je pense par exemple un des débats, un des sujets qui a vraiment fait l'actualité, c'est l'inscription de l'IVG notamment dans la Constitution. Ce que vous venez de montrer, c'est que c'est très bien, bon, déjà, je ne sais pas si c'est normal que ce soit dans la Constitution, peut-être pas le lieu, mais quand même, ce serait légitime d'une certaine manière. Ça n'a aucune valeur demain si on est dans un monde où en fait, l'IVG devient inadéquate, si je puis dire. Oui, disons que ça dépend vraiment de la perspective dans laquelle on se place. Si on reste à l'intérieur de notre monde à nous, ce type d'outils sont adéquats. Parce que nous vivons dans un monde où le juridique a une très grande importance, le moral aussi. Donc beaucoup de combats féministes se mènent sur ces terrains-là. Le terrain juridique, le terrain moral, les mentalités, l'état des mentalités. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a des combats pour lesquels ça marche. Alors il y a des combats très importants, puis d'autres qui sont, oui, moins importants. Alors je ne parle pas du tout de l'IVG, mais bon, il y a des combats, oui, qui me semblent dérisoires, mais je ne parle pas du tout de l'IVG quand c'est plutôt des combats vraiment très symboliques, liés aux luttes langagières, etc. Alors moi, je ne parlais pas d'IVG, je parlais de son inscription dans la Constitution. Voilà. Alors, l'IVG, c'est un vrai enjeu pour les femmes. Son inscription dans la Constitution, dans le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas totalement irrationnel. Même si, oui, on peut se poser la question, est-ce que c'est la bonne place, etc. Mais disons qu'on peut comprendre la rationalité. En revanche, si on se place du point de vue de l'avenir, du point de vue des droits dont les femmes disposeront demain, dans 50 ans, dans 100 ans, oui, c'est tout à fait sans signification. Ce n'est pas parce que ce droit sera inscrit dans la Constitution que les droits des femmes ne seront pas remis en question si notre monde matériel s'effondre. Si notre monde matériel s'effondre, l'ensemble de ces droits ne seront pas pertinents dans la nouvelle configuration dans laquelle nous serons. Malgré les acquis, même notamment psychologiques, des représentations qu'ils ont Oui, apportées. malgré les acquis. Les acquis, ça marche sur une génération. Et encore, ça marche. Si ça change vraiment beaucoup, ça ne marche pas très bien même sur une génération. Mais ça peut marcher parce qu'il y a une inertie dans la socialisation. Quand on s'habitue à un mode de pensée, on garde des réflexes de notre socialisation. Mais ça ne survit pas à la prochaine génération si la prochaine génération naît dans des conditions qui sont modifiées. Il faut revenir à Karl Marx. Ce n'est pas la conscience qui détermine l'existence, c'est l'existence qui détermine la conscience. Oui, et l'existence, ce ne sont pas seulement les relations sociales, ce sont les relations sociales et techniques d'une époque. Oui, d'ailleurs, parce que vous citez Karl Marx, effectivement, on voit que vous inscrivez dans une tradition marxiste, puisque vous considérez que le droit est beaucoup plus le témoignage d'un rapport de force, en réalité, d'une certaine manière. Oui, je m'inscris modestement.
modestement, je ne prétends rien Non, révolutionner. non, ça revient assez souvent dans l'ouvrage. Non, tout à fait, absolument. Et aussi du point parce que j'essaie de raisonner en termes matérialistes et en termes matérialistes au sens propre. Encore une fois, matérialiste au sens de la matérialité et non pas juste comme un renvoi à la théorie de Marx. Parce qu'il y a des courants qui se nomment matérialistes, on cherche en vain une quelconque matérialité dans ce qui rentre dans leur discours. C'est souvent un terme de repérage plus qu'un terme logique, matérialisme aujourd'hui. Moi, quand je parle de matérialisme, je pense vraiment au matériel, aux objets, aux choses, à l'environnement matériel. Alors, du coup, si certains de ces combats des féministes sont, comment dirais-je, alors j'ai bien compris, ils sont adaptés à l'époque dans laquelle nous sommes, mais ils sont inutiles à certains égards pour le monde qui s'annonce, comment on défend le droit des femmes, quels sont les combats féministes qui devraient être menés, selon vous, en priorité? Alors, moi, je n'ai pas écrit ce livre avant tout comme un livre militant, ni même du tout en tant que livre militant, ni comme un manuel, ni même comme un appel. C'est peut-être un peu un livre d'alerte pour essayer de montrer ce qui, moi, me semble être les dangers principaux et vraiment massifs qui pèsent sur l'émancipation des femmes. Et du coup, il n'y a pas vraiment à la fin de ce livre de préconisation d'ampleur. Il ne faut pas y chercher de théorie sur il faut maintenant agir de cette façon ou de telle autre façon. Il y a quelques pistes vraiment très, très modestes qui, moi, me semblent cohérentes par rapport à ce que je décris de ce processus historique. Il me semble que ok, les droits, ok, les mentalités, mais ce qui compte beaucoup, c'est de préserver cette infrastructure matérielle qui nous entoure et qui rend tout un ensemble de droits et de bienfaits pour les femmes de la situation actuelle possible. La préserver dans un monde qui va changer, parce que le monde va changer, le monde matériel va changer, c'est une évidence, d'ailleurs il ne peut pas ne pas changer, il est en train de changer déjà. Et ce changement va impliquer beaucoup de modifications à opérer dans la gestion de nos sociétés pour éviter que cette transition ne se transforme en un effondrement ou en une dégradation totale de nos conditions de vie. Et dans ce processus, il me semble que les femmes qui sont soucieuses des droits des femmes de demain, je ne sais pas, leurs filles, leurs petites filles, etc., eh bien, elles devraient participer à ça. C'est-à-dire que militer, c'est bien pour aujourd'hui. Mais quand on regarde demain, ce qui compte avant tout, c'est de travailler. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pas c'est pas un discours moralisateur. C'est pas à dire allez feignasse maintenant, allez au travail. Les femmes travaillent de toute façon toutes, donc il n'est pas question de dire que tout le monde doit se lancer forcément dans ces métiers-là. Mais il me semble que la présence dans les métiers qui seront au cœur de cette transition, qui vont compter pour sécuriser notre passage dans ce monde qui sera différent du point de vue matériel, ce sont les points clés que les femmes devraient investir. Elles devraient les investir avant tout parce que, en le faisant, elles peuvent avoir la certitude qu'elles contribuent à la sauvegarde de leurs droits et de leurs conditions. Elles doivent aussi, ou elles pourraient, logiquement, de façon cohérente, les investir parce que investir ces endroits, c'est investir les domaines où les décisions seront faites. Donc, où on peut avoir une chance de peser sur les inflexions qui seront données, sur les priorités qui seront adoptées. En gros, c'est Jean Covici qui a employé cette expression, est-ce qu'on va investir plutôt dans les fusées ou dans les lave-linges? Bon, c'est un peu une caricature, mais vous voyez l'idée. Est-ce qu'on va investir dans les nouveaux antibiotiques pour les enfants, pour pas qu'ils meurent, ou est-ce qu'on va investir dans les nouvelles armes bactériologiques? Bon, encore une fois, une petite caricature. Mais vous voyez l'idée. Et puis, troisièmement, je pense que s'engager dans ces filières, dans ces métiers qui sont des métiers techniques et scientifiques, les STEM, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. C'est important aussi parce que acquérir des compétences concrètes dans ces domaines, dans un monde où ces compétences seront très demandées, elles seront très cruciales, parce que ça sera vraiment le cœur du processus, eh bien, ça rendra les femmes indispensables. On avait parlé tout au début du rapport de force. Pour peser, il faut pouvoir créer un quelconque rapport de force. Si vous avez des compétences dans des métiers qui sont vitaux à la communauté, à un moment donné, il est beaucoup plus coûteux pour la société de vous renvoyer à la maison et de dire bon, maintenant, Germaine, c'est très gentil, tu confectionnes de très jolis logos en communication institutionnelle de l'entreprise, mais en fait, on va s'en passer parce que là, on n'en est plus là, d'accord? Et voilà, et zéro coût pour la société. Germaine peut rentrer à la maison et faire des enfants. En revanche, si Germaine gère une infrastructure critique d'aménagement du territoire ou, je ne sais pas, de gestion des nouvelles formes de production agraire dans un climat changé ou des centrales, des petits modulateurs nucléaires,
Bon, c'est quand même bien qu'elle soit là parce qu'elle maîtrise tel ou tel processus et elle a beaucoup de compétences. Donc disons que ça donne des compétences tangibles, des compétences quantifiables qui peuvent davantage donner des points d'accroche pour les femmes pour préserver leur statut si on commence à vaciller de ce point de vue-là. Oui, d'une certaine manière, vous inversez la formule de Sandrine Rousseau qui avait fait succès, qui avait choqué en disant qu'elle préférait les femmes qui jetaient des sorts sur les hommes comparé à celles, Aux hommes qui produisent les des femmes qui jettent EPR. des sorts aux hommes plutôt que celles qui construisent des EPR. Non, elle parlait de ceux. Elle disait, je préfère les femmes qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des EPR. Ah oui, effectivement, oui, Voilà, c'est ça. et effectivement, l'idée, ce serait de dire, ce serait bien que les femmes aussi construisent des EPR. Elles auraient probablement plus d'armes à leur actif pour préserver leurs droits face aux hommes que si elles se contentent de jeter des sorts. Mais- C'est un peu la conclusion de mon livre. C'est le point de vue qui est défendu à la fin, mais qui, là, pour le coup, voilà, ça ressort du domaine des recommandations qui me paraissent cohérentes. On peut ne pas y adhérer. Je ne pense pas que ça remette en cause ce qui précède. Voilà. Non, bien sûr. Non, mais c'était juste pour amorcer sur la question de l'écoféminisme, effectivement, qui revient, et de quelques figures qui critiquent le savoir occidental selon elles, principalement masculin, et qui auraient privé les femmes d'un certain savoir ancestraux, notamment un savoir ancestral médical. Oui, alors ça, c'est vraiment une histoire écoféminisme, un certain type d'écoféminisme, parce qu'il y a plein de types d'écoféminisme. Au Sud, c'est pas du tout la même chose. C'est en général beaucoup plus rationnel, d'ailleurs. Dans nos pays, oui, il y a beaucoup on se concentre beaucoup sur ces motifs du pouvoir féminin, de la puissance féminine ancestrale, etc. Parce que je précise quand même que Mona Chollet a écrit un ouvrage là-dessus Voilà. et est très, Oui, très successful, comme on dit. oui, dans avec les cette féministes. idée qu'avant l'ère capitaliste, les femmes étaient très puissantes, qu'elles avaient beaucoup de savoir qu'on leur a volé. Alors, oui, alors elles avaient beaucoup de savoir, mais ça n'empêchait pas un enfant sur deux de ne pas atteindre l'âge adulte. Donc, c'était un savoir d'époque. Il y avait certainement des femmes qui avaient des savoirs locaux, peut-être plus importants que des hommes dans certains aspects liés aux accouchements, par exemple, etc. Je suis pas du tout... Il ne s'agit pas du tout de nier ça. Et encore une fois, tout processus s'accompagne toujours de la perte de quelque chose. Donc oui, l'institutionnalisation progressive de la médecine a très certainement privé les sachantes locales de leur pouvoir local. Mais globalement, après quelques temps d'adaptation, la médecine moderne assure bien mieux la santé des femmes et la santé des petits-enfants que les savoirs traditionnels de l'époque pré-industrielle. Et si on regarde les statistiques, il n'y a pas de juste... Enfin, c'est même pas une question, en fait. C'est assez vexant, même, comme considération. Donc oui, il me semble que ça, c'est plutôt un contresens historique, mais qui est dû au fait que les gens n'aiment pas les chiffres. Dernière question pour clore cet entretien et qu'on pose désormais à tous nos invités. Qu'est-ce qui, selon vous, vaut la peine de se battre ou d'être défendu? Je sens que j'ai déjà un peu la réponse. Alors, je pense que les taux bas de mortalité infantile seraient à mettre dans cette catégorie. C'est un peu le cœur de mon livre. Il y a un aspect dont je n'ai jamais le temps de parler dans les entretiens et sur lequel je peux peut-être finir pour faire un petit focus à l'intérieur même de cette mortalité infantile. Il y a un objet, lui aussi un peu symbolique de notre modernité dans le monde thermo-industriel dans lequel nous vivons, qui a joué un rôle miraculeux dans la baisse de la mortalité infantile, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques qui sont un peu comme une métaphore de l'ensemble de la société thermo-industrielle dans laquelle nous vivons. Pourquoi métaphore? Parce que il s'est passé avec les antibiotiques un peu la même chose qu'avec les énergies fossiles. Pour les deux, on en a usé et abusé, parce que c'était une espèce de fontaine de miracles, de pouvoir démiurgique absolument colossal, qui nous faisait triompher de tout un ensemble de contraintes qui pesaient sur nous avant. Les énergies fossiles nous ont permis de démultiplier notre productivité et puis les antibiotiques nous ont permis de réellement triompher sur la mort des maladies infectieuses. Et donc on en a usé et abusé et les deux ont fini par produire un processus autodestructeur. Les énergies fossiles sont en grande partie responsables de la déstabilisation climatique que nous vivons aujourd'hui. Donc elles sapent en fait les fondements même de l'économie et du monde matériel dans lequel nous vivons et qu'elles ont construites. Et les antibiotiques, leur usage immodéré dans la médecine mais aussi dans l'agriculture, qui a aussi participé à ce miracle économique que nous avons vécu, des rendements croissants, ces antibiotiques, ils ont très rapidement fini, ça s'est produit très vite, de produire des antibiorésistances de plus en plus massives
qui aujourd'hui risquent de les rendre obsolètes. Et donc ces antibiotiques qui peut-être ne marcheront plus du tout d'ici quelques décennies, c'est l'OMS qui lance des alertes un peu dans le désert, parce que le monde a d'autres chats à fouetter, surtout en ce moment, eh bien ça risque de multiplier la mortalité infantile par un facteur, ce qui serait absolument désastreux, y compris pour les femmes. Donc voilà, s'il y avait un champ, alors il y a quelques pistes en ce moment encourageantes, mais pas beaucoup. Donc s'il y a un champ qui, à mon avis, est un champ d'action incroyable, si on veut avoir une vraie action féministe sur le monde, ce serait celui-là, les antibiotiques. Très bien. Merci Léa Mikulski. Merci à vous.